Et quand on est dans une fusée, on connaît par cœur notre fusée, notre vaisseau spatial, et on se sent vraiment un rocketman. On est un homme fusée. Et ce n'est pas un hasard si l'astronaute Jean-François Clairvoy écoute en boucle ce tube d'Elton John quand il est tout en haut, là-bas, dans l'espace. J'ai du mal à croire que j'ai fait ça, mais dans mes souvenirs, c'est comme si c'était hier, et j'ai l'impression que je l'ai fait dans une autre existence tellement c'est dingue. Plus jeune astronaute français de l'histoire, 3 missions spatiales à son actif. Celui qui est surnommé Billy Bob par ses pairs n'a jamais oublié le petit garçon qui regardait les étoiles. Enfant, je rêvais très souvent, presque toutes les nuits, que je volais. Et je volais et j'allais dans l'espace. Aujourd'hui, il accompagne la nouvelle génération, Thomas Pesquet, Sophie Adenau qui se prépare à son premier vol, sans jamais oublier l'essentiel, le sens de notre existence ici-bas. Qui on est? Pourquoi on est là? À quoi on sert, nous, l'humanité? Alors décollons ensemble avec Jean-François Clairvoy à bord de la fusée Entre vous et moi, entre passion et humilité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Entre vous et moi. Alors on ne change pas les bonnes habitudes, vous mettez un petit like, un commentaire si vous aimez nos interviews et puis surtout abonnez-vous à notre chaîne. Les émissions, vous pouvez également les retrouver en podcast sur vos plateformes préférées. Et en attendant, bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour, Dominique. Exactement. On vous appelle comment dans la vie, Jean-François, Jeff Alors, mon frère jumeau, c'est Billy, depuis qu'on est tout petit. Ah oui, Dans le milieu des astronautes, je suis Billy Bob. Et sinon, c'est Jean-François ou Jeff. Ouais. Jeff, ouais. Donc Billy Bob, c'est marqué là. Oui, voilà. Parfois, on m'appelle Jean-Claude, parce que les prénoms composés les plus connus, c'est Jean-Claude Killy et Jean-Claude Van Damme. C'est ça. Un mix des deux, non? Aux États-Unis. Alors, Jean-François, je vais aussi te demander, tu ou vous? Tu, Yes, comme en Polynésie. yes, Comme en anglais d'ailleurs. ouais, You, simple. ouais. Voilà. Il n'y a pas de frontières en fait. Non. Bon, Jean-François, tu, Billy Bob, je pense qu'on est bien là. Et un peu de Jean-Claude Van Damme. Oui, Hein, c'est, oui. les blagues Bon, il aussi. faut que j'aille à la gym un peu plus souvent et que je fasse des études de philo. Jean-François, quand j'ai su qu'on allait te recevoir dans Entre vous et moi, déjà j'étais honorée parce qu'on a l'impression d'être un peu tout petit quand on reçoit un grand monsieur comme ça. Si, Non, pas on grand. va le découvrir. Surtout, j'avais une chanson en tête. Les personnes me font penser aux chansons. Et j'avais celle d'Elton John, Rocketman. Tu la connais? Oui, bien sûr. Elle est sortie en même temps que la mission Apollo 16. J'ai porté dans l'espace le CD de Rocketman. Et puis, j'ai réussi à amener Charlie Duke, qui a marché sur la Lune avec John Young, en Polynésie. Et on a lâché des tortues ensemble sur un atoll, l'atoll de Marlon Brando, Tetiaroa. Et à la fin, on a pris une photo avec le disque parce qu'on l'a fait le jour de son décollage. C'était l'anniversaire de son décollage qui était en avril 1972, il y a 52 ans. Et je l'ai écouté dans l'espace, bien sûr, Rocketman. Il n'y a pas de hasard, hein, Ouais. l'homme fusée. C'est une chanson qui est très forte. Et quand on est dans une fusée, on connaît par cœur notre fusée, notre vaisseau spatial, et on se sent vraiment un Rocketman. On est un homme fusée. Alors, vous ne savez pas où vous allez quand ça pousse, mais vous sentez que vous allez quelque part. Ça pousse fort dans les vaisseaux spatiaux. Elle raconte en effet ce que ressent un homme qui quitte les siens pour aller dans l'espace. Je traduis les paroles. Ma femme a emballé mes sacs hier soir, juste avant le vol. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. Et dans quelques heures, je vais être déjà aussi haut qu'un cerf-volant. And I'm gonna be high as a kite by then. Tu es astronaute avec 3 vols dans l'espace qui sont bien Oui. indiqués ici. Le premier vol pour étudier l'atmosphère, le deuxième pour ravitailler la station russe Mir, le troisième pour sauver le télescope spatial Hubble qui était mort, qui était en panne totale. Ça veut dire ça, quand on est en haut, on est aussi haut qu'un cerf-volant? Oui, on est même plus haut et c'est fascinant parce que en 2 minutes seulement après le décollage, on est dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, à 5 fois la vitesse du son. Après les 6 minutes qui restent, c'est juste pour accélérer et atteindre la vitesse horizontale qui fait que lâché dans le vide, tout moteur éteint, on tombe, attiré par la Terre, en suivant la même courbure. Donc ça prend 8 minutes et demie pour être en orbite, dont 2 minutes seulement pour monter au-dessus de l'atmosphère. Moi, je suis un grand fan de cerf-volant. Effectivement, on est au-dessus de tout ce qui vole. Des oiseaux, du cerf-volant, des avions et des nuages, même des nuages les plus hauts.
Et ta femme te prépare aussi tes Alors, valises, comme dans Rocketman? En fait, je la consulte pour lui demander si j'ai pas oublié quelque chose. Je lui dis voilà ce à quoi j'ai pensé. Elle me dit mais t'as pas oublié ça ou ça. Et ça peut être juste le dentifrice, des trucs comme ça. Parce que en fait, on prépare 2 sacs. Le sac qu'on retrouve à l'atterrissage, donc il est amené là, et le sac sur le 2e site d'atterrissage possible, éventuel, s'il fait trop mauvais temps, sur le lieu normal de notre atterrissage. Et lors de mon premier vol, on s'est posé en Californie au lieu de se poser en Floride. Tu prends à chaque fois le même caleçon? Tu prends à chaque fois le même t-shirt? Alors, je ne suis pas fétichiste, mais j'amène plus des choses que j'aime bien pour le plaisir de les toucher, de les regarder. Les astronautes ont droit à 5 objets personnels. Il y a toujours une photo de famille. Et puis j'ai amené aussi mon Rubik's Cube, parce que je suis un grand fanat de casse-tête. Je suis très joueur. J'aime bien résoudre les problèmes pour m'amuser. D'ailleurs, Alfonso Cuarón, qui est venu présenter son film Gravity en France, m'a rencontré. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui lui avait donné l'idée de faire apparaître un Rubik's Cube dans son film. Il m'a dit, c'est les photos de votre mission. Donc, merci à ton épouse de préparer aussi tes affaires quand même. Ah oui, mais les épouses ont un rôle très important. Plus de 50% de la motivation, maintenir le moral quand ça ne va pas, ou quand on est un peu malade, on se dit, j'espère que ça ne va pas remettre en cause mon décollage, etc. C'est toujours la personne la plus proche qui vous aide à garder le niaque. Alors, on va se mettre d'accord sur le vocable à utiliser. Astronaute, c'est en Oui, France. astronaute, c'est le terme officiel à l'Agence spatiale européenne. Mais les autres termes sont dans le dictionnaire, sont corrects, et veulent dire la même chose. Spationaute, qu'on a créé pour le vol de Jean-Luc Chrétien, le premier. Cosmonaute, pour les soviétiques, puis les russes. Taïkonaute, que les Américains ont inventé pour les Chinois, qui au départ étaient furieux, parce que ça veut dire celui qui vient de l'au-delà. Mais le nom chinois était tellement compliqué qu'ils ont accepté taïkonaute. Et toi, quand tu te regardes aujourd'hui et que tu te dis « je suis astronaute », j'ai du mal à croire que j'ai fait ça, mais dans mes souvenirs, c'est comme si c'était hier, et j'ai l'impression que je l'ai fait dans une autre existence tellement c'est dingue. La deuxième chose, je me dis, je suis quand même fou d'avoir fait ça, parce que j'ai pris un risque très élevé. Le risque, il est quand même estimé à 1%, la probabilité de mourir dans un vol spatial. Et statistiquement, c'est ce qui s'est passé en 63 ans de vol habité. On est à peu près à 350 décollages de vaisseaux avec des gens dedans. Et sur tous ces décollages, il y en a 4 qui ne sont pas revenus vivants. Donc c'est risqué. Mais je me dis surtout, j'ai de la chance, parce que je peux à tout moment piocher dans ma mémoire des émotions, des images, des échanges avec les camarades, des vues de la Terre, qui sont là en permanence avec moi, dans mes cellules, dans mes codes génétiques de ma mémoire. Et je me dis, j'ai de la chance parce que je peux me recueillir dans cela, je peux penser, je peux réfléchir à partir de cette base de données, de sensations, d'émotions, de réflexions intellectuelles et même spirituelles qui ont été produites par l'expérience du vol spatial. Tu es né le 19 novembre en 58 à Longeville-les-Metz en Moselle. Maman institutrice, papa officier de l'armée de l'air et pilote de chasse. On a parlé de ton frère Patrick qui est psychiatre. Si on pense à papa, on se dit qu'il y a peut-être un atavisme familial quelque part? Alors c'est sûr, alors je ne pense pas que ce soit génétique, mais il y a des fibres qui se sont étoffées, mais il nous amenait le week-end dans des aéroclubs, assister à des meetings aériens, à des sauts de parachutistes, à de la voltige. Donc ça m'a nourri, voilà. C'est ça, j'allais dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées autour de toi. Il y a eu effectivement le premier pas sur la Lune. Oui. Tu avais 11 ans. 11 ans et demi, oui. Voilà. Ça, j'imagine que quand on regarde ça à la télé, Ah oui. on se dit quoi quand on est un petit garçon qui déjà a la tête tournée vers les étoiles? Ah, c'est fascinant parce que sur la télé, je voyais le président Nixon, les images de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, ils se parlaient et je me dis mais l'un il est sur Terre, l'autre ils sont là-haut et je trouvais ça incroyable. Et le professeur à l'école nous disait, c'était à la fin de mon CM2, quand vous serez grand, eh bien vous pourrez y aller pour les vacances. Donc moi j'ai grandi enfant, enfin jeune adolescent, avec l'idée que l'accès à l'espace serait donné comme on prenait la voiture à l'époque ou l'avion pour aller en voyage quelque part sur Terre. Alors que ceux qui ont marché sur la Lune, si vous leur demandez
est-ce que vous rêviez d'être astronaute quand vous étiez gamin? Ils éclatent de rire. Ça n'existait pas du tout. Aucun n'a rêvé d'être astronaute enfant. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Mais moi, je suis né là-dedans. Et la NASA est née en 1958, comme moi. Voilà. Et puis il y avait un certain Spock qu'on regardait à la télé aussi. Hein. C'est ça, hein, Star Trek. Oui. Évidemment. Oui, T'as puis Star baigné Trek, là-dedans. moi, ce qui me fascinait, c'était la mission était bienveillante. La mission, c'était pacifier la galaxie. C'est ça. Contrairement à Star Wars, comme le dit le titre, qui est une histoire de guerre, combat. dont je suis fan aussi, mais Star Trek, il y avait quelque chose de bienveillant. Puis vous aviez le premier d'origine asiatique, la première femme de couleur dans l'équipage, et ça marchait bien. Et donc ça a eu un impact très important aux États-Unis et puis partout dans le monde. T'as pas gardé les oreilles quand même. Ça dépend. Ça dépend. Un peu pointu. Quand je me maquille parfois. Tu nous dis, c'était pas impossible en fait, on pouvait toucher du doigt justement tout cela. Encore faut-il se donner les moyens d'y arriver, parce que de devenir astronaute, ça nécessite aussi de bien bosser à l'école et de travailler dur. Jeune adulte, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Mes études, je les ai orientées pour un jour envoyer des commandes vers des machines inventées par des humains comme nous et qui sont loin et qui explorent là-bas. C'est un peu une façon de vous téléporter, peut-être pas en chair et en os, mais par votre intellect. Mais pourquoi pas pompier? Pourquoi pas footballeur? Et je pense que derrière ça, il y a quelque chose qui excite tout être humain, c'est augmenter son corps. Quand les gens qui aiment les machines puissantes, les motos, les avions de chasse, ceux qui aiment piloter des drones, quelque part, ça vous augmente. Quand vous, grâce à une machine, vous entendez plus loin, vous voyez plus loin, vous agissez plus loin. Pourquoi tous les sports que j'ai adorés, c'est les sports de raquettes? Quand vous jouez au tennis, vous télécommandez l'adversaire, il est là-bas, vous envoyez la balle là, vous le faites aller là-bas. C'est une forme de pouvoir que vous avez sur l'autre. Alors là, j'essaie de faire Super-héros un peu. J'essaie de faire ma psychoanalyse. Mais quelque part, il y a une certaine jouissance à vous sentir plus fort que juste ce que vous permet votre propre corps. Diplômé de l'école polytechnique de Paris en 81, c'est pas donné à tout le monde, tu me l'accordes. Diplômé de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse en 83. Ingénieur général de l'armement de la DGA, sélectionné en 85 par la France pour être astronaute, excuse-moi, le plus jeune Français de l'histoire. En 92, tu rejoins l'Agence spatiale européenne et la NASA également. Oui. Et à 35 ans, le petit garçon qui voulait télécommander le monde, là, il se retrouve au-dessus, à 35 ans. Et là, le petit bonhomme que tu regardes en bas dans son jardin, tu te dis quoi? Je me dis, je l'ai voulu, j'ai aidé mon destin, c'est-à-dire que j'ai provoqué la chance, mais à la fin, il faut de la chance quand même. Parce que, de la chance? Oui, dans chaque sélection d'astronautes, il y a toujours 3 à 4 fois plus de candidats déclarés tous parfaits pour le job qu'il n'y a de place. Alors pourquoi moi et pas lui ou elle ce jour-là? Il faut avoir la chance, mais il faut la provoquer. Donc il faut le vouloir, il faut être né dans le bon pays qui est un programme spatial, au bon moment, parce qu'il y a une sélection en Europe tous les 15 ans. Parfois vous êtes trop jeune ou trop âgé, même si tout le reste est bon. Bon dossier médical, bon bagage académique, pour ça il faut avoir été un minimum sérieux à l'école. Et ça, je n'en avais pas conscience, mais c'est incontournable. Vous ne pouvez pas être astronaute sans avoir envie d'aller dans des endroits qui sont quand même pas très confortables. Alors, je ne vais pas te faire l'affront de continuer à chanter la chanson. Je vais juste Si, là. si. Non, on va l'entendre. Elton John dit « Ça devient ton job 5 jours par semaine. Enfin, plus pour toi. It's just my job, 5 days a week. » Et comme le dirait humblement Neil Armstrong, on fait juste notre métier. Oui, c'est vrai que sur le coup, le ressenti qu'on a en nous, c'est on fait juste notre métier. On baigne tellement dedans. On passe tellement de temps à nous entraîner. Mais le jour du décollage, quand on s'équipe, qu'on teste la combinaison, l'étanchéité, qu'on vérifie, on a juste l'impression de faire ce qui est normal ce jour-là. Parce que ça fait des jours, des mois, des semaines qu'on sait que ce jour-là, cette heure-là, mon job sera de m'équiper, de connecter là, de tester. Donc quand ça arrive, c'est normal dans ma vie. On n'a qu'une obsession, c'est revenir avec la mission accomplie. C'est un sens de l'engagement qui est extrêmement poussé. Et ça, je ne m'en rendais pas compte sur le coup parce que je baigne dedans. Mais après coup, je me dis quand même, qu'est-ce que j'ai donné quand même? On laisse aucune chance au hasard. C'est pour ça qu'on apprend notre vaisseau par cœur. On a plusieurs dizaines de kilos de checklist, la montée, la descente, le rendez-vous spatial. Rendez-vous spatial. Vous avez un vaisseau en orbite à 28 000 km/h. Vous êtes immobile sur Terre. Pour le rejoindre, il ne faut pas se tromper, parce qu'une seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur.
Et tout ça, on s'entraîne. À la fin, on a construit une confiance en nous, individus, en nous, équipage, en nous, système bord-sol avec le centre de contrôle, qui est très puissant. Et on arrive à faire des choses qui dépassent ce qu'on pensait être capable de faire. Donc, tout ça pour dire, sur le coup, je faisais mon job. Et donc, je comprends tout à fait Neil Armstrong qui déçoit tous les gens qui lui posent la question « Alors, c'était comment sur la Lune ?» I was just doing my job. Je faisais juste mon travail. Il a quand même marché sur la Lune. C'est quand même un travail Et vous savez que ça peut le vexer. Extraordinaire. John Young, vous lui dites ça. John Young, que j'ai bien connu, qui a été mon instructeur, qui était le commandant de bord d'Apollo 16 avec Charlie Duke. I didn't walk on the moon, I worked. J'ai travaillé. Oui, j'ai marché, oui. Mais surtout, j'ai bossé, j'ai travaillé. Marcher, c'est anecdotique à la limite pour lui. Ça va de pair, astronaute et humilité? Non, Un peu. mais non, parce qu'on ne peut pas renier qu'on l'a fait. Et en reconnaissant qu'on l'a fait, on reconnaît qu'on a fait quelque chose d'incroyable, de très grand. Mais on a tous conscience, et tous les astronautes le disent, qu'on n'est pas tout seul. On est en équipage, associé à un équipage plus large au sol, qui lui est associé à des milliers d'ingénieurs, de scientifiques qui ont préparé tout ça. Donc on est au sommet d'une pyramide, mais sans la moindre brique de la pyramide, il n'y a pas de sommet. Donc et on en a extrêmement conscience. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a connu des catastrophes dans l'espace, c'est grâce aux experts au sol qu'on a sauvé la mission. On n'a jamais perdu d'hommes et de femmes dans l'espace. On a perdu 4 équipages dans l'atmosphère, à la montée ou à la rentrée, mais jamais dans l'espace, alors qu'on a connu les pires catastrophes. Pourquoi, Jean-François, un jour tu t'es dit « j'irai là-haut » Ça voulait dire quoi, aller là-haut? Enfant, je rêvais très souvent, presque toutes les nuits, que je volais. Et je volais et j'allais dans l'espace. Je volais parfois juste au-dessus de la maison. Parfois, j'étais très haut avec les avions, les oiseaux, surtout les oiseaux. Et parfois, je montais plus haut. Je n'avais pas besoin de manger, de respirer, pas besoin de scaphandre. Souvent avec mon lit qui me servait de vaisseau spatial. Et j'allais explorer d'autres planètes. Tu t'es jamais posé la question de te dire « mais pourquoi ça m'est arrivé à moi ?» En fait, pourquoi c'est moi qui ai été ce gamin qui a réalisé ce rêve-là? Pourquoi toi? Je me pose encore la question. Je n'ai pas la réponse. Ce ne serait pas une mission de vie? Faut surtout pas en faire son destin de vie. Parce qu'on sait, avant de partir, que notre vie normale, c'est une vie de terrien, d'humain terrien, en harmonie avec la nature, terrestre, la biosphère, et qu'on ne mourra pas dans l'espace. Et que notre mission, c'est une mission d'aller et retour, avec un devoir, si on a eu la chance d'y aller, de rendre compte, de témoigner, de transmettre. Et puis d'essayer de rendre la Terre, l'humanité, le vaisseau spatial Terre, meilleur que ce qu'on l'a connu à notre naissance. Ouais, je pense que nous, dans l'espace, on a une mission concrète d'astronaute dans un vaisseau spatial, mais on revient avec une mission d'astronaute du vaisseau spatial Terre. Vous savez, quand on part dans l'espace, notamment l'ISS, pour la première fois dans ma vie, j'ai dû signer un document juridique pour pouvoir exercer mon métier. C'est le Crew Code of Conduct, le code de conduite d'équipage, où je signe que je me comporterai comme ça, avec respect, avec partage, etc. Vous remplacez le mot crew par nation, ça donne un code de conduite idéal pour les 200 nations qui composent l'humanité sur la planète Terre. Beaucoup de terriens ne ressentent pas, ne voient pas, n'imaginent pas, ne conçoivent pas que la Terre est un vaisseau spatial. Or, elle l'est. Quand vous êtes dans l'espace, la Terre, vous voyez qu'elle est finie. Vous voyez qu'elle est unique, il n'y a rien d'autre qui lui ressemble. Elle est isolée, il n'y a personne pour venir nous aider, d'où que ce soit dans notre univers proche du système solaire ou de notre galaxie. Et quand on voit que nous, on est des champions de l'anti-gaspillage, du recyclage, de l'entraide, de l'écoute, de celui qui n'est pas de la même culture, qui ne parle pas la même langue, qui pensent différemment. C'est pour ça d'ailleurs on diversifie. Dans l'équipage, vous avez des gens qui dans leur métier précédent étaient océanographes, vulcanologues, astrophysiciens, physiciens nucléaires, chimistes, biologistes, vétérinaires. C'est pas parce qu'on a besoin de cette expertise, c'est pour avoir des personnes qui ne pensent pas de la même façon. Et la Terre, c'est un vaisseau spatial. Il faut la voir telle qu'elle. Et si tous les terriens pouvaient ressentir ça, et pour ça il faudrait les amener dans l'espace, ils comprendraient. On est tous appartenant à un même équipage. Et certains ont plus de ressources que d'autres. Voilà, donc il faut s'entraider. Dans l'ISS,
Il n'y a que le côté russe qui a la propulsion, pas le côté américain. Il n'y a que le côté américain qui a les gros volants de réaction pour contrôler l'orientation, pas les Russes. Donc voilà, il faut s'entraider. Parfois on se transfère de l'eau potable, parfois on se transfère de l'énergie. Quand vous vous penchez là et que vous regardez la Terre d'en haut, vous vous dites quoi? On déconne? On manque de conscience globale, on manque de recul. Parce que ceux qui prennent de mauvaises décisions, ça ne leur vient pas à l'idée de prendre du recul. Qui l'on est? Pourquoi on est là? À quoi on sert, nous, l'humanité? Quand vous voyez les ouragans, les volcans, les aurores polaires, les impacts d'astéroïdes laissés dans le passé, et il y en aura d'autres dans le futur. La Terre, elle n'est pas fragile, elle nous survivra. La Terre, en tant qu'être géologique, climatique, elle était là avant nous, mais c'est nous, la biosphère, qu'elle accueille. D'ailleurs, quand on réfléchit aux sensations, aux émotions, à la création, les questions spirituelles, on se dit, qu'est-ce qu'on a de la chance d'être apparu sur une planète aussi extraordinaire, aussi accueillante, avec autant de diversité minérale, végétale, du vivant et climatique. Il faut le voir vraiment comme une chance. La chanson dit « C'est isolé ici, dans l'espace, sur ce vol sans fin ». It's lonely out in space on such a timeless flight. On ressent quoi quand on est en haut? J'imagine qu'on se sent loin des siens, loin de ce que l'on connaît, loin de ses marques, loin du sol sous les pieds. On ressent quoi? Alors, la première impression, c'est peut-être un complexe de supériorité. Je domine visuellement, donc je domine. Et puis après, on survole l'endroit où on est né, l'endroit où on a étudié, l'endroit où on vit, où vit sa famille. On se dit, mais c'est rien, Tout petit. c'est tout petit. Et puis, quand on se retourne, qu'on regarde de l'autre côté, du côté nocturne de l'orbite, c'est-à-dire où il n'y a pas le soleil pour nous éblouir à l'intérieur de la cabine, on éteint toutes les lumières. Et là, on se dit, mais même nous, la Terre avec nous, on n'est rien du tout. Donc, nous, humains, on est un petit rien par rapport au vaisseau spatial Terre, qui a sa vie géologique, climatique, tectonique, cosmique, mais elle-même n'est rien dans l'immensité de l'univers. On ressent quoi? C'est waouh, c'est beau, c'est magique, c'est pas facile à décrire. C'est je veux dire, un astronaute qui arrive à la fenêtre pour la première fois, il se détache de son siège 8 minutes après décollage, 9 minutes après décollage, c'est très rapide. Et vous regardez la Terre. Waouh! Et là, vous êtes un gamin. Oh, regarde, comme des gamins. Regarde là. C'est beau. Et donc, on est comme des gamins. Un gamin qui s'émerveille. D'ailleurs, Hubert Reeves me disait, jamais une machine ne s'exclamera « Oh, regarde !» C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut des humains qui vont là-bas, qui reviennent. Il y a le cœur qui bat, qui s'emballe. Il y a quand même une tension et on est conscient, est-ce que j'ai bien tout fait ce qu'il faut si je ne reviens pas? Les assurances, le testament. La première réunion de mon premier équipage, réuni par le commandant de bord, les premières minutes, bon, je vais parler de quelque chose qui n'est pas lié à notre mission, mais tout de suite, et j'en reparlerai plus jamais. Pensez à faire votre testament chez le notaire, etc. Prenez les bonnes assurances pour que vous soyez serein quand vous partez. Et c'est vrai que c'est important. Il ne faut pas que le jour du décollage, au fait, si je ne reviens pas, ma famille, là, elle devient quoi? Ces questions, il faut les évacuer très tôt. Vous allez chez le notaire avant de partir. Votre épouse le sait. Ça veut dire que vous êtes prêt à mourir? C'est-à-dire que c'est dans le contrat? Alors, on n'est jamais prêt, je pense. Mais on accepte le risque de mourir. Et quand on accepte un risque, c'est deux choses. On comprend de quelle nature il est, d'où il vient, et si jamais l'événement redouté s'avère, on a fait ce qu'il fallait. Et puis on nomme un CACO. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le Crew Casualty Officer. C'est un collègue astronaute en qui on a totale confiance. On lui confie tous les codes de tous les comptes bancaires, d'assurance, tous les contacts, les numéros de téléphone, pour que si jamais il y a une catastrophe, il se charge des démarches. Et quand vous revenez, vous faites comment, du coup, parce qu'il a tout? Vous y avez pensé à ça? Non. Votre caco? Non, c'est le parrain de ma fille. Ah, mais Non, je sème le trouble, là. Non, en fait, les astronautes, c'est comme des frères. C'est vraiment des frères. On a des relations très, très fortes et c'est à vie. Mais c'est important de savoir vous confier à d'autres personnes qui vont prendre soin de la famille si vous ne revenez pas. Vous avez eu peur de mourir? Non, c'est pas arrivé. Alors, ça dépend comment on définit la peur.
Pour moi, la peur, c'est la peur de l'inconnu. J'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais nous, on n'est pas dans l'inconnu. On sait tout. On a appris tout. On est entraîné à toutes les pannes et combinaisons de pannes les plus tordues. Et les instructeurs cherchent à nous piéger dans le simulateur. Et dans le simulateur, parfois, vous entendez « chouette, une panne », on va leur montrer qu'on est très fort. Ou parfois, on a eu la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu, le court-circuit sur tel bus électrique. Quel est le pire truc qui peut nous tomber dessus maintenant? Vous allez voir ces sadiques d'instructeurs, ils vont nous tuer la centrale à inertie numéro 3. Et paf, c'est ça qui arrive. On est conditionné au pire qui va arriver. Et vous avez déjà perdu la vie, j'imagine, dans le simulateur. Oui, 2-3 fois, rarement, mais je peux vous dire, on n'est pas fiers. Wow. On n'est pas fiers. Mais à la fin, dans le dernier mois avant le décollage, les instructeurs nous inventent des scénarios les plus vicieux possibles et on s'en sort toujours. Et ça nous démontre à nous qu'on est très fort, aux collègues qu'on est très fort, et puis aussi aux familles qui viennent dans le simulateur. Il y a une séance de simulateur où on fait participer le conjoint. Donc, ma femme m'a remplacé une fois dans une séance de montée et descente dans le simulateur. Et on lui dit à l'avance, tu vas voir à tel moment, il y aura telle alarme, et tu vas dire exactement telle phrase qui dit quel est le nom de l'alarme et vers quelle page de telle checklist il faut aller. Elle a appris par cœur, l'alarme sonne parce que l'instructeur il sait à l'avance. Et ma femme tout de suite, elle a tout débité, les deux pilotes se sont retournés vers elle. Mais comment elle sait ça elle? Elle a eu peur pour vous quand elle vous voit partir avec votre... Ah oui, bien sûr. Ah oui. I miss the earth so much. I miss my wife. I miss the earth so much, I miss my wife. C'est toujours dans la chanson. La terre me manque tellement, ma femme aussi. Quand tu pars, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te retenir sur terre. Alors là, on n'est pas tous pareils. Toi. Moi, j'étais excité, j'avais envie d'y aller. Et on espère que rien va nous l'enlever. Et au moment où les moteurs s'allument, chouette, là c'est fini, il n'y a plus personne qui peut nous enlever la mission. Mais dans mon 3e vol, on a fait une répétition où à 1 minute du décollage, on nous a dit on ne va pas décoller aujourd'hui. Oh. Donc on est déçus. Et on pense à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Alors, figurez-vous qu'on peut appeler, se voir quand on veut. Comme quand vous êtes en déplacement dans un pays voisin, vous êtes à l'hôtel, vous appelez votre femme, les enfants, comment ça va, vous faites les devoirs avec eux. C'est comme ça aujourd'hui depuis l'ISS. Et ça, c'est très sympa. Parce que le fait de pouvoir parler en temps réel à quelqu'un qui n'est pas avec vous dans votre truc confiné, fermé, c'est quand même cool. Et qu'en plus c'est votre femme, c'est chouette parce qu'on se sent attaché toujours. C'est-à-dire que je ne me suis jamais autant senti faisant partie du vaisseau spatial Terre qu'en la voyant depuis l'espace. 2 fois à bord de la navette Atlantis. Là. STS-66, 66e vol, STS-84, 84e vol de la navette. Une fois à bord de Discovery. Voilà, alors là c'était STS-103, mais ça n'était que le 96e vol. 675 heures dans l'espace. Mais c'est marrant, on ne ressent pas du tout en heures. En orbite, peut-être ça parle un peu plus, parce qu'on fait 16 tours du monde par jour. Donc on voit 16 levées et 16 couchers de soleil par jour. 32 levées couchers de soleil par jour. Et ça, c'est cool quand même. Ah, c'est cool. Parce que ça se lève vite, ça se baisse vite. Et les couleurs, les ombres, tout ça, ça change. C'est un moi, j'aime bien dire c'est un tableau plus beau que le plus grand des tableaux peints par le plus grand des peintres de l'histoire. La question du sens à donner à la vie. Je ne peux pas imaginer que tu ne te sois pas posé la question de te dire mais ça vient d'où tout ça? Comment c'est possible? Alors évidemment, il y a les théories de Darwin, donc évolutives, les hasards de l'évolution et des bugs lors des transformations. Ouais. Et puis il y a la question d'un créateur. Oui. Toi qui l'as vu moi, j'ai été élevé catholique, mais je ne suis pas fondamentalement croyant au fond de moi-même. Je n'ai pas ressenti la foi comme des collègues astronautes qui ont la Bible sur eux en permanence, même en vol. Mais j'ai du mal à accepter l'idée que ce soit un pur fruit du hasard comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la réponse à la question c'est quoi si ce n'est pas le hasard, quoi. Mais je préfère croire que c'est autre chose que le hasard, parce que ça a l'air tellement bien réglé.
Et avec tout ce que j'ai lu en exobiologie sur l'origine du vivant, l'évolution du vivant, que je me dis quand même, j'aimerais de mon vivant avoir un début de commencement de réponse à la question est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ou pas, et comment c'est arrivé, quoi. C'est quand même fascinant, c'est une question fascinante de savoir pourquoi on est là. Tu crois qu'on le saura un jour? Si on croit à une autre existence après la vie charnelle sur Terre, alors on le saura peut-être dans l'autre monde. Mais pour ceux qui sont vivants, faits de molécules chimiques, je pense que ce sera difficile. Mais il faut accéder à une dimension supérieure de juste la matière. Et je ne sais pas, moi j'ai des ressentis, j'ai des préférences, je n'ai pas de croyances. Hein, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais je trouve que c'est une question fascinante et qui peut aider à rassembler les humains. Pourquoi serions-nous seuls? Les extraterrestres? C'est une manière de se les figurer, en fait, c'est ça? On n'en a pas rencontré, mais j'aimerais bien. D'ailleurs, une question que je me pose, c'est est-ce qu'un extraterrestre qui vient d'ailleurs, il découvre la Terre pour la première fois, est-ce qu'il la trouverait belle comme nous ou pas? Est-ce qu'on est programmé pour trouver notre propre planète belle? Ou est-ce que c'est beau dans l'absolu? Ou est-ce qu'il y a d'autres planètes qui sont encore plus belles? E.T. avait adoré. Hein. Ah oui. Donc, il voulait même oui, mais rester. quand même, maison. Hein. Mais rentrer maison. E.T. Tu disais tout à l'heure que la Terre en tant que telle serait toujours là. Est-ce que tu penses qu'un jour on ne pourra plus habiter sur Terre? Ah oui. D'accord. Ça, c'est 100%, Pas demain, hein. C'est écrit. C'est-à-dire que la Terre, il lui reste un peu plus de 4 milliards d'années à être en orbite autour du Soleil. Mais dans 1 milliard d'années, au plus tard, et probablement avant, le Soleil, dans son évolution, rendra la Terre trop chaude pour que quelque forme de vie que ce soit puisse exister sur Terre, sous Terre, dans les océans, nulle part. Donc un jour, c'est écrit, il n'y a plus non seulement d'humains, mais de vivants tout court sur Terre. Et ça n'est pas lié du tout à ce qu'on appelle le réchauffement climatique, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut nous causer des gros dégâts. Ça ne va pas éteindre l'humanité, mais ça peut créer des grosses catastrophes humanitaires, etc., graves, dans un terme beaucoup plus court que ce que la nature a prévu. Dans quelques centaines de millions d'années, il n'y a plus d'humains sur Terre, mais si on n'est pas raisonnable, peut-être que dans quelques centaines ou milliers d'années, il n'y a plus d'humains parce qu'on s'est mal débrouillé. Ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vivants, parce que les scarabées, les araignées, les scorpions, eux, ils résistent à des extrêmes de température, de radioactivité, le tardigrade. On en envoie parfois des colonies dans l'espace pour faire des expériences. C'est un animal terrestre, le tardigrade, qui fait 1/10 de millimètre. Il est mignon, ce petit animal, mais on le met dans le vide, à l'extérieur, par milliers, hein, dans des conteneurs qui ne sont pas étanches. Son corps est soumis au vide. Son corps varie en température de moins de 100 à plus de 100 degrés. Il survit. Incroyable. Il survit au vide spatial et aux UV qui seraient mortels pour l'être humain en quelques dizaines de minutes, si on n'avait pas nos filtres ultraviolets sur nos hublots. Donc c'est quand même dingue. Quand on revient à la maison, la chanson dit « En bas, je ne suis pas l'homme qu'il pense que je suis sur Terre. Non, je suis un homme fusée. » I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. Vous avez découvert quel Jean-François quand vous étiez en haut? On ne change pas fondamentalement qui on est en termes de personnalité, de psychologie, mais on fait peut-être un peu plus attention dans la façon d'interagir avec les autres êtres humains qu'on rencontre pour la première fois. Aujourd'hui, tu es retraité. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. C'est ce que je sens. Mais en fait, je bosse comme avant. Je suis consultant pour des sociétés qui développent des engins, des vaisseaux spatiaux, des scaphandres, des choses comme ça. Et puis tu as permis aussi à la nouvelle génération d'éclore. Tu as déniché Thomas Pesquet. Hein. Et puis, au printemps dernier, Sophie Adenau, qui est devenue la deuxième femme française astronaute après Claudie Aigneret. Sophie, je la connaissais bien parce qu'elle était candidate à l'époque de la sélection de Thomas Pesquet. Trop jeune. Et là, elle était à la limite trop âgée, mais elle a tellement bien travaillé son parcours, son expérience, qu'elle était incontournable. Et le directeur général de l'Agence spatiale européenne m'a dit on ne pouvait pas ne pas la prendre, alors qu'elle avait 40 ans. Et Sophie,
elle est vraiment super top, quoi. Elle est très très bien câblée. C'est le genre de femme avec qui on veut voler dans l'espace. Comme Claudie. Ouais. Claudie, c'était la meilleure d'entre nous dans notre promotion. Le bac avec 3 ans d'avance ou avec 2 doctorats, une force de travail incroyable. Moi, je ne pourrais jamais travailler le nombre d'heures qu'elle est capable de travailler. À lire, à écrire. Moi, j'admire Claudie. Mais c'est devenu une sœur maintenant. Hein. Tu la salueras pour moi parce que je l'avais rencontrée, je l'avais interviewée Oui. et je lui avais demandé quelle était la plus belle phrase pour elle à dire quand on est astronaute et elle m'avait dit pourquoi pas moi? Eh bien parce que c'était moi. Et j'ai trouvé ça magnifique. Burning on his fuse up here alone. Il y a encore une phrase de la chanson d'Elton John qui dit « Je me brûle les fusibles là-haut ». Tu as 66 ans? Oui. Ça fait mal, le corps? Je suis toujours physiquement très tonique. C'est-à-dire, quand je marche sur le trottoir, je dépasse et je ne veux jamais être dépassé. Quand vous rêvez, quand vous continuez à être émerveillé par la nature. Moi, à 65 ans et demi, je vois une chenille se transformer en papillon. Ça m'émerveille toujours autant que quand j'avais 6 ans, 8 ans. Mais pourquoi? C'est peut-être aussi le petit garçon que tu étais qui est devenu ce héros de l'espace, non? C'est pas ça aussi, cette chrysalide? Mais comme disait Saint-Exupéry, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on a été un enfant. Et j'ai toujours refusé de devenir l'adulte que je voyais quand j'étais enfant en disant il y a nous les enfants et il y a eux les adultes qui nous disent ce qu'on doit faire et il faut obéir. Et je me dis toujours ne sois jamais cette personne-là. Question courte, réponse courte. Ta position préférée là-haut? Assis au plafond, à regarder la Terre quand le vaisseau est à l'envers. Ce qui te manque le plus d'en bas, quand tu es là-bas? C'est les sens qui sont quasiment mis à l'arrêt, qu'on n'utilise plus. La vue, c'est extraordinaire. Le son, on peut écouter de la très belle musique, on peut se mettre des casques. Mais l'odorat, le toucher, eux, ils sont mis en congé. Et ça manque. La musique que tu écoutes justement, tu en parlais un instant. Alors, Elton John. Ok, Rocketman. Elton John. J'ai écouté aussi quelques musiques classiques, la Symphonie du Nouveau Monde, les 4 saisons de Vivaldi, et puis Gainsbourg, Patricia Cass, Madonna, des musiques de Vangelis. Ton mot préféré? Je peux prendre 2-3 secondes. Le bleu. Le bleu? Oui. Bleu. Parce que, en plus d'être une couleur, pour moi, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque l'espace, le ciel, le vol. Et j'ai toujours cherché le bleu tout le temps. Le mot que tu détestes? Haine. Ton gros mot préféré? Merde. En fait, j'en dis très rarement. Parce que, en fait, merde, c'est le mot que je dis le plus souvent, mais c'est pas du tout mon préféré. Après, je regrette de l'avoir dit. Donc, j'en ai pas. Et un mot pour décrire la Terre quand Harmonie. tu la regardes? Harmonie. Et dernière question, quel est le rêve le plus fou encore, là, aujourd'hui, pour Billy Bob? Le plus fou. Alors, le plus fou, mais totalement, c'est la téléportation. Comme dans Star Trek. Alors, j'en avais un qui était fou, c'est rentrer à pied de l'espace. Mais sinon, le plus fou, c'est... Encore? C'est marcher sur Mars. Bon, mais tu avoues quand même que le rêve aussi, c'était d'être interviewé dans Entre vous et moi. Oui. Le premier. Oui. Entre toi et moi. Ah. Merci. C'était un honneur. Merci à toi. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find another man that think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning on his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées. And I think it's gonna be a long